Ceci est la rediffusion d'une chronique diffusée sur Radio Campus Lille dans l'émission On raccroche les wagons du collectif Super Cambrousse d'octobre 2023 à juillet 2024. De nouvelles chroniques apparaîtront dans le courant de l'année. Bonne écoute! Aujourd'hui est un grand jour. Ah, ça aurait pu. Je suis en colère. Je sais pas quoi dire. Imaginez-vous travailler dans une boîte quelconque. Ok. Et vous êtes si bon dans votre job que vous accumulez 374 prix consécutifs de l'employé du mois. 374. Mais on vous refuse une promotion. Aujourd'hui, dans 180 mm, Bob l'éponge joue le choc de la mort. Bienvenue dans 180 mm, dans On raccroche les wagons, votre focus sur l'œuvre et sur la culture. Et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler animation et cinéma, vous verrez. Ça n'est pas la première fois que je monte au créneau dans cette émission pour défendre l'animation et son versant intelligent si peu observé à mon sens. Et ça sera pas la dernière fois, c'est mon sport préféré. Et si je vous dis dessin animé, il y a une figure qui trône dans le cœur de milliers de gamins, y compris le mien. Je parle de Bob l'éponge. Je pourrais dénombrer les figures métaphoriques de la série qui critiquent directement des comportements adultes jugés absurdes par Stephen Hillenburg, génial créateur de la magnifique série dont on va parler aujourd'hui, mais... Attendez, parce que qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Alex! Je veux parler de Bob l'éponge? Non mais je demandais juste nickel, merci. Oh les pauvres, je vous plains. On va partir du point de départ pour raccrocher les wagons de Sandy, personne intelligente et qui vit en bonne santé car elle ne mange pas au fast-food, autrement dit au crabe croustillant. Elle vit en périphérie de la ville, on peut la considérer exclue due à la différence qu'elle a avec les autres habitants. En effet, elle a des poils. Comme trois autres personnages, Bob l'éponge, employé modèle mais crédule et très ami avec un sans-emploi, Patrick, tout aussi crédule. Carlo est avec eux, sans vraiment le vouloir car il a un goût acéré pour les arts quels qu'ils soient. Il a grande connaissance de la question, mais du fait de devoir rentrer dans les rangs, comme tout le monde, il a dû abandonner la pratique des arts, symbolisée par sa clarinette, ultime rêve brisé d'un artiste à qui on n'a jamais donné sa chance. Krabs est un homme d'affaires affreux et sans scrupules, écrasant la concurrence à la recherche du moindre profit, exploitant ses employés et gardant au chaud une recette qui rend accro ses clients. Ça me dit quelque chose. Oui, quand on le présente comme ça, effectivement, ça fait drôle, il fallait juste se poser la question. Comme quoi. Bref, tournons-nous vers le long métrage sorti en 2004, toujours réalisé par le créateur Stephen Hillenburg. Dans une énième tentative de devenir le patron du meilleur fast-food de Bikini Bottom, Plankton a une idée géniale. Sans déconner. Voler la couronne du roi Neptune et diriger l'épreuve vers Krabs pour le tuer. Le faire exécuter ? Ah non, je l'ai totalement différent. Il volera la couronne du roi Neptune et dirigera l'épreuve... Non, ça je viens de lire. Il volera ainsi sans personne pour l'en empêcher la recette du pâté de crabe et mettre son plan à exécution. Comme Krabs. Pour se débarrasser de la couronne, Plankton l'enverra à Shell City, ville dont personne n'est jamais revenu vivant. Pendant ce temps-là, le matin de l'exécution du plan de Plankton, un 374e fois d'affilée meilleur employé du mois a été se bourrer la gueule de glace au bar du Glouton Barjot. Il retournera au crabe croustillant et maudira son patron devant le roi Neptune, ce qui, aux yeux du monarque, est une raison de plus qu'il soit coupable. Il le gèle alors, laissant un sursis de 7 jours avant de l'exécuter. Bob l'éponge, voyant que son boss est en danger de mort, se dévoue pour aller à Shell City récupérer la couronne. Personne ne l'en croit capable, le pensant trop puéril pour accomplir un tel exploit comme Krabs le considérait trop puéril pour un poste de boss de deuxième restaurant. Voilà pour le résumé est clair. Maintenant, il me faut parler de la fin. Je vais très vite gare à vous, attention, après avoir traversé Shell City avec brio, Bob et Patrick ont été enlevés par un géant scaphandre qui a trouvé la couronne. Ils sont alors sur la surface, en train d'être séchés par la lumière d'une lampe. Sachant leur fin proche, ils entonnent une dernière fois la chanson du Glouton Barjot main dans la main et la larme, ultime goutte qui leur reste quittant leurs yeux pour former le cœur de cette amitié éternelle. Et c'est ainsi que, et je ne plaisante pas, Bob et Patrick meurent
et même que les cloches elles sonnent parce qu'il est 19h03. Et voilà comment Bob l'éponge le film. Je rigole, ça ne finit pas comme ça. L'alarme qu'ils ont formée s'en va sur une prise en mauvais état qui fait déconner la lampe et la fait fumer. Ce qui enclenche le détecteur de fumée, qui fait jeter de l'eau sur nos héros et tous les autres poissons capturés, qui vont trucider tous ensemble le monsieur Scaphandre. Il ramène la couronne à la maison et Plankton se fait cramer le cul. La manière dont je vous ai présenté la mort n'est pas anodine. On nous fait vraiment croire à sa mort, si bien que je pleure à chaque fois. Si. Mais je me dis qu'aussi triste cette scène est, elle a forcément du sens. Et j'en ai trouvé deux. Car on ne fait pas mourir Bob l'éponge comme ça. Premièrement, dans l'intrigue du film, la question de la puérilité de Bob revient continuellement, et est en vérité son thème central. Bob n'est qu'un gamin. Par exemple, la princesse Mindy leur jette un sort mettant juste des algues en guise de moustache pour que Patrick et Bob se convainquent qu'ils sont des hommes des vrais et qu'ils pourront traverser Shell City. Mais c'est ce travestissement qui les mène à leur perte. En plus de ça, pourquoi aider Krabs quand on connaît tout le mal qu'il a fait à Bob ? Et c'est en redevenant des enfants, en pleurant et en chantant la musique du Glouton Barjot qu'ils se sauvent. Autre chose, quand tout le monde à Bikini Bottom est sous l'emprise de Plankton, Bob sauve tout le monde en étant un gamin et en chantant la musique du Glouton Barjot dans un moment d'anthologie qui me fout les frissons à chaque fois. Alors si tu crois que t'aimerais devenir comme moi, n'hésite pas, l'enfant toi te libère. Et le pire, c'est que tout ça, il vous le dit dans le film. Ça n'est qu'un gamin que personne n'a voulu prendre au sérieux. Bah du coup, ramassez vos dents, vous êtes en face du plus grand film possible sur l'intelligence des dessins animés. Dans la même veine, je vous conseille l'excellent Ma vie de courgette de Claude Barra, qui est un peu plus cru, courgette cru, grand vin, grand cru. Mais il y a une autre grille de lecture dans tout ça, car l'employé modèle, c'est pas Bob, c'est Stephen Hillenburg. Le contexte de production du film est très éloquent à ce sujet. Le film s'est fait pendant la production de la saison 4 et après la diffusion de la saison 3. Stephen Hillenburg sent que son dessin animé arrive à terme, s'essouffle quoi, et souhaite le clore. Eh bien, pour le clore, on fait un film où un enfant se dénature pour des intérêts de gros riches, un roi et un patron, quitte à risquer sa peau, traduisez sa qualité. Tout est dans le se dénature, car Nickelodeon, qui a les droits sur la série, veut plus d'épisodes. Stephen voulait arrêter à 4 saisons, on est à la 13e. Il quittera le poste de showrunner, réalisateur pour les séries, si vous préférez, après le film, d'ailleurs. La mort de Bob l'éponge, c'est donc la mort d'un esprit d'insouciance qui visait à divertir avec un grand amour et un divertissement de qualité pour une production à rythme industriel répondant à des logiques mercantiles ou adultes. Et voilà comment Bob l'éponge nous met en garde sur l'âge adulte, grâce au choc de la mort. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne continuation dans On raccroche les wagons, vise toutes les formes de culture. La bise!